Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir les amis, bienvenue à ce 5e numéro du club. Retour sur le tirage au sort de la CAN 2017 au Gabon, effectué la semaine dernière à Libreville. Retour également sur les principaux championnats de football en Europe. Le club, c'est parti, le sommaire. La Côte d'Ivoire, tenant du titre dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et futur adversaire lors de la prochaine journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, futur adversaire des Lions de l'Atlas lors de la CAN 2017. Dans ce groupe C, la sélection marocaine retrouvera également la RDC, 3e de la dernière CAN, et le Togo de Claude Leroy. Chelsea et José Mourinho, c'est du brutal. Moins d'un an après le violent divorce, l'entraîneur portugais est retourné avec Manchester United à son ancien domicile conjugal de Stamford Bridge pour s'y faire méchamment éconduire. Une défaite 4-0. Manchester United est désormais à 6 points du trio de tête Manchester City, Arsenal et Liverpool. En Espagne, le Real Madrid a failli manquer l'occasion. Un but tardif d'Alvaro Morata a offert à l'équipe de Zinedine Zidane la victoire contre l'Athletic Bilbao et la première place devant Séville. Première équipe cette saison à battre l'ex-leader, l'Atlético Madrid, 1-0. Le FC Barcelone, vainqueur à Valence sur fond de polémique arbitrale, 3-2 et 3e. Et voilà, et non déplaise à notre ami Reda Allali, il sera beaucoup question de la Liga. Et pour cela, on a invité un technicien espagnol, Juan Pedro Benali. Bonsoir, Juan Pedro. Bonsoir. Juan Pedro qui est actuellement directeur sportif chez le Moreb de Tétouan. Mais Juan Pedro a bourlingué un petit peu partout. Alors quand on l'a un petit peu googlisé, Juan Pedro Benali, on est tombé sur un autre Benali, mais il y avait aussi Juan Pedro. D'abord, avant d'évoquer un petit peu votre parcours, Juan Pedro, l'origine du nom, vous êtes d'origine marocaine, Benali? Non, c'est origine espagnole. On est d'un petit village qui s'appelle Benali à côté d'Alicante, sur la côte méditerranéenne, la côte est d'Espagne. C'est là où ça vient notre nom, mais bien sûr, ça vient des ancêtres arabes, musulmans qui sont arrivés en Espagne. Alors, le Maroc, vous ne le découvrez pas cette année, hein, Juan Pedro, puisque vous avez entraîné plusieurs clubs au Maroc et vous étiez d'ailleurs l'entraîneur de l'équipe de l'Ittihad de Khmisset en 2000, entraîneur également du Shabab el-Mohammedia, avant d'aller prêcher la bonne parole du côté des pays du Golfe, à Al-Gharafa, en Tunisie, à l'Olympique de Tunis, à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, à Al-Khalij, et aussi, vous avez travaillé aussi au Japon, et notamment dans le club de Kobe. Donc il sera question de beaucoup de football espagnol, de football anglais, que vous connaissez également, nous y reviendrons tout à l'heure. Permettez-moi juste de présenter aussi mes amis Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir. Amir Rahmouni, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va bien sûr parler, comme je le disais tout à l'heure, et commencer cette édition du club par la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les Lions d'Atlas, ils héritent du groupe C, où ils vont croiser, dans l'ordre, des adversaires comme la République démocratique du Congo, le Togo et la Côte d'Ivoire. Présentation de ce groupe et après on va en débattre bien entendu. Première sélection à avoir composté son ticket pour cette CAN 2017, l'équipe du Maroc évoluera au Gabon dans un groupe très relevé aux côtés des tenants du titre et actuel leader continental du classement FIFA, la Côte d'Ivoire, du 3e de la dernière CAN et vainqueur du dernier CHAN, la République démocratique du Congo, sans oublier le Togo du très expérimenté Claude Leroy, le technicien qui détient le record de participation en Coupe d'Afrique des Nations et mentor d'Hervé Renard, le patron des Lions de l'Atlas.
On est déjà tellement content d'être là, puisque ça a été un véritable miracle. Hein. Il a fallu nos 2 performances. Moi, je suis arrivé il y a quelques mois, et puis 7 résultats concordants de gens qui n'ont pas voulu accrocher cette 2e place qualificative. Donc on va... Mais je ne vais pas entonner le refrain habituel de dire on y va pour apprendre. Non, on n'y va pas pour apprendre. Quand on est qualifié pour une Coupe d'Afrique Nation, on y va pour jouer. On y va pour essayer de poser des problèmes à nos adversaires. Je suis sûr que dans le 4e chapeau, peut-être l'équipe que les adversaires voulaient le moins rencontrer, c'était peut-être le Togo. Les coéquipiers de Mehdi Benatia vont débuter le tournoi face à la RDC avant de croiser le Togo et d'affronter une sélection ivoirienne qui est déjà son adversaire en éliminatoire du mondial avec un choc attendu le 12 novembre à Marrakech. Les Lions et les Éléphants, l'actuelle et la dernière sélection dirigée par Hervé Renard, désormais inséparables. Il faut savoir faire abstraction de beaucoup de sentiments, d'une période passée là-bas, une période extraordinaire. Quand on arrive au bout, il y a peu de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir. Maintenant, c'est la loi du sport. Hein. On est adversaire aujourd'hui. Il faut remballer tous ces sentiments. Il faut remballer toutes les bonnes choses qu'on pense sur les joueurs adverses. Parce qu'il y en a beaucoup. Et je pourrais même dire que je les aime énormément. Mais pour le match du mois prochain, le 12 novembre pour les qualifications Coupe du Monde, pour cette Coupe d'Afrique, il va falloir oublier tout ça. Sortie dès le premier tour, quand elle n'est pas absente de la CAN depuis 12 ans, l'équipe du Maroc aura comme objectif numéro 1 justement de survivre à cette phase de poule. Voilà, survivre au premier tour comme premier objectif principal pour les Lions de l'Atlas. Juan Pedro, comment tu trouves ce groupe ? C'est pas un groupe facile du tout pour le Maroc, mais aussi c'est pas facile pour les autres. Moi, je crois que le Maroc, c'est une bonne équipe. Tout simplement, il faut qu'ils s'adaptent un à l'autre. Je crois que c'est une équipe totalement nouvelle, mais aussi il va jouer contre de vraies équipes. Je crois que surtout le Togo et la Côte d'Ivoire, c'est les plus difficiles, et je crois que ça va jouer contre le Congo, le Maroc. Et ce sera le premier match, donc on connaît l'importance du premier match dans un tournoi comme ça et dans une phase de poule. Est-ce qu'on peut qualifier, même si vous allez me dire, mes amis, de toute façon, on ne pouvait pas échapper à un groupe relevé du moment qu'on était dans le chapeau numéro 3. Plein de retrouvailles dans ce groupe, et retrouver aussi la Côte d'Ivoire, qui est notre futur adversaire, principal adversaire dans la course à la Coupe du Monde. Amine. Ouais. D'ailleurs, je trouve Don Pedro de la Vega bien bienveillant avec nous, parce que... Non, mais sérieux, quand il dit qu'aujourd'hui, c'est un groupe difficile pour les adversaires du Maroc, non. On a le vainqueur de la précédente CAN, et on a la République démocratique du Congo qui a fini dans les 4 premiers. Donc aujourd'hui, on est avec le Togo, clairement les outsiders. Même troisième. C'est ça, dans les 4 premiers. Donc, on est clairement des outsiders, il faut le dire. Alors effectivement, aujourd'hui, on sort à tête de l'eau. On a un nouvel entraîneur qui connaît peut-être mieux l'Afrique que le précédent. On a peut-être d'autres espoirs, d'autres espérances. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile. Et j'allais le dire, le premier match risque de conditionner le tout, sachant qu'on joue la Côte d'Ivoire en tout dernier. Donc effectivement, je pense que si on prend un ascendant sur le Congo, ça serait une bonne chose. Mais on développera par la suite. Je pense qu'au-delà de savoir qui on va jouer, il faudra, à mon sens, se mettre dans les bonnes conditions pour les jouer. Sans vouloir donner de leçons à quiconque, je pense qu'aujourd'hui on a assez d'expérience pour savoir qu'il faudrait qu'on ait dans cette CAN dans de bonnes prédispositions, dans un environnement serein qu'on n'a pas connu depuis très longtemps quand on va en CAN, c'est-à-dire un entraîneur qui parle aux médias, parce que les médias vont être très importants, donc ça ne sert à rien aujourd'hui de se mettre tout le monde à dos. D'ailleurs, ce serait bien que tu nous l'invites, écoute, on va bientôt l'inviter, et on a la promesse des responsables presse de la Fédération royale marocaine de football et d'Hervé Renard, que j'ai pas eu au téléphone, mais qui nous a promis de venir le plus tôt possible. Là, il est en déplacement, il aurait pu aussi être avec nous pour commenter effectivement ce tirage au sort, mais on prend note, Hervé Renard sera bientôt parmi nous. Très bien, donc en fait, ça serait bien d'avoir un environnement un peu serein et apaisé. Et ça passe par beaucoup de choses. Déjà, éviter, on va dire, des faux pas au niveau des choix des joueurs, parce qu'on les commentera toujours. S'il y a de bons joueurs en Botola, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas en CAN, par exemple. Parce qu'eux, ils ont peut-être plus de mérite et gérer mieux des cas, comme on a pu le voir, le cas Hafouedé, que Reda connaît bien, sur la CAN 2013. En fait, il y a plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui, au-delà de savoir qui on va jouer, c'est savoir dans quel état d'esprit on va les jouer. Reda ? Oui. Ça va ?
Écoute, ces Cannes nous ont appris l'humilité. Premièrement en tant que supporter du Maroc et même deuxièmement en tant qu'expert slash escroc un peu, tu vois, c'est-à-dire venir comme ça expliquer le foot aux gens. Voilà, donc j'ai aucune certitude, tout simplement, je te le dis, franchement, aucune certitude. On a le sentiment un peu diffus que c'est une équipe qui est en sous-performance, on l'a dit dans toutes les langues. On espère que cette sous-performance va se transformer en, même pas surperformance, mais au moins une performance correcte, c'est-à-dire sortir des poules et vendre chèrement sa peau dans les phases à élimination directe. Après, comme je t'ai dit, moi j'ai pas de certitude, je ne sais pas ce que valent ces joueurs, je ne vois pas d'équipe, je ne vois pas le jeu collectif, je vois des noms. Alors tu vas me dire, voilà, Ahmadi est très bon en Hollande, Bouffel démarre Southampton. Exactement. Difficilement, Southampton. Voilà, Natia s'installe, Belhanda est très bon à Nice, ça c'est une vraie satisfaction ce début de saison. Voilà, une fois que je t'aurais dit ça, tu vas me répondre, mais ils ont 30, 40 sélections chacun. Voilà, il n'y a pas d'équipe. Est-ce que Renard va réussir à faire une équipe? On l'espère. En attendant, j'attends gentiment, mais avec vraiment humilité. Hein. Déjà, ça fait la deuxième CAN où on dit plus on va la gagner, on dit on va sortir des poules. C'est déjà pas mal. Sortir des poules, ça sera donc l'objectif. Quoi de plus normal pour une sélection qui a pratiquement raté toutes ses participations à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2004. Reda a parlé, donc pas d'équipe, mais il y a un entraîneur, Hervé Renard, un entraîneur qui connaît très bien l'adversaire de l'équipe du Maroc, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cela apporte un plus quand on connaît très très bien l'adversaire qu'on va affronter? Ça fait beaucoup. Quand un entraîneur, il peut transmettre à ses joueurs ce qu'ils vont trouver, comment on vit, parce que c'est pas facile de jouer en Europe et soudain changer totalement la mentalité. Aller jouer en Afrique, ça n'a rien à voir. Surtout quand on est accoutumé venir au Maroc, jouer au Maroc. C'est pas la même chose jouer en Italie, jouer en France, jouer en Hollande, en Espagne. Moi, je crois, sincèrement, j'ai bien aimé la modestie, parce que ça fait longtemps que je n'écoute pas. On est champion, on est les meilleurs. C'est plus possible. C'est plus possible. Alors, moi, je me souviens. On a ouvert les yeux. Écoutez, c'est pas pour une comparaison. À un autre, c'est plus possible. Non, mais c'est pas pour une comparaison. Je veux pas comparer, mais je commence à me souvenir un peu de l'Espagne avant de partir à la Coupe d'Europe Suisse-Autriche. Ça y est, la presse, tout le monde s'est arrêté de dire on est champion, on est les meilleurs, on va jouer, on va voir ce qu'on va faire. Il faut faire une équipe, il faut faire un groupe. Si on n'est pas groupé, on ne va rien faire dans la Coupe d'Afrique. Et moi, je crois que petit à petit, que Renard, il a cette expérience. Je crois qu'il peut transmettre à ses stars avec leur équipe que même la plupart, quelques-uns, ils ont fait leur vie en Europe, ils en sont en Europe, que leur pays, c'est le Maroc, qui vont donner quelque chose de plus. Mais justement, il faudrait commencer par donner de leur temps. Une des raisons également du problème qu'on a de relation, un peu je vais dire de désillusion, désamour, difficultés qu'on a avec cette équipe-là, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contacts. Ces joueurs, on les connaît pas, ils sont interchangeables, ils passent, ils traversent l'équipe, ils reviennent pas ou ils reviennent, on n'a pas de contact. Et parmi ces raisons-là, on l'a un peu évoqué en parlant d'Hervé Renard et de sa possible venue, le fait qu'ils ne nous parlent pas. Quand je dis nous, les médias, c'est aux gens, en fait. Moi, j'ai entendu une super interview cette semaine de Younes Belhanda sur RMC. Très intéressante interview de Younes Belhanda, où il a parlé de ces années un peu perdues à Kiev, voilà. Il a parlé de beaucoup de choses très intéressantes. Il a parlé de comment ça se passe à Nice, de son entente avec Balotelli. Une vraie belle interview, voilà. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne prennent pas qui voudront pas avoir le même degré de complicité, la même attention vis-à-vis du public marocain. Et à un moment ou à un autre, je ne vais pas refaire le film, mais on a tous compris qu'il y a une distance qui s'est installée. Ça peut changer très vite avec les résultats. Mais il y a des efforts également à faire. Il y a des efforts également à faire, et c'est quelque chose qui était naturel. Pendant 30 ans, moi j'ai supporté l'équipe du Maroc, 40 ans, j'ai jamais posé de questions. Mais maintenant, il va falloir qu'il fasse des efforts. Il va falloir qu'il apprenne un peu d'humilité, qu'il fasse des efforts également vis-à-vis des gens, qu'il se déplace dans les médias. Les médias ne sont là que pour parler aux gens. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de choses qu'ils n'ont plus l'habitude de faire. Mais c'est pas que la faute aux joueurs, c'est aussi à l'entourage de cette équipe nationale, à ceux qui dirigent cette équipe nationale. Il ne faut pas qu'on la mette, voilà, qu'on l'enferme et qu'on la sorte que pour, comme pour un cirque, que pour le spectacle, et puis la remettre dans le. La sérénité, c'est de cette sérénité dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde, joueur, public,
Fédé, peut-être, ceux qui dirigent cette équipe nationale se regardent en chien de faïence. On est là, on se regarde, on se jauge, on se demande comment on doit réagir les uns envers les autres. Et même joueurs entre eux. Parce que quand Reda dit, certains on aimerait les connaître mieux, je suis désolé, certains on les connaît que trop bien aussi, hein, parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont en équipe nationale. On les connaît très bien par l'histoire, mais on les connaît pas très bien par ce qu'ils représentent véritablement, ce qu'ils veulent pour cette équipe nationale, par ce qu'ils apportent. Exactement, c'est très important. Et ces joueurs-là aujourd'hui, ils doivent se dire que effectivement, ce sont des groupes qui viennent un peu partout en Europe, c'est très bien, on est très content qu'ils soient là parce que c'est pour la plupart c'est des joueurs qui sont reconnus. Quand Reda parle de Belhanda, effectivement, aujourd'hui, il revit avec Nice, on a des joueurs qui sont des petits noms aujourd'hui européens. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là ne seront pas 23 ou 25 seuls à la CAN. Il y aura peut-être aussi 4, 5, 6 joueurs de Tétouan peut-être, du Wydad, du Raja, et une CAN. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ah, je ne sais pas, mais c'est visiblement pas possible. Qu'est-ce que tu en sais? Tu insultes à venir là. Ah non, mais c'est pas possible. On peut lancer les paris. Il est ici, c'est pas possible. On peut lancer les paris. Et avant... je pense qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas. À mon avis, il vaut mieux pas. Là, je suis pas d'accord. Le joueur national, le Botoliste, excusez-moi, il a été tellement déprécié. Il a reçu tellement de messages, je pèse mes mots, de mépris vis-à-vis de l'institution équipe nationale. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y en a énormément. Que le poser là, il est tellement fragile aujourd'hui dans ce système-là qu'il vaut mieux l'oublier. Voilà, qu'on le laisse tranquille. Il faut bien commencer. Gardons ça et avançons avec ça. Parce que de toute façon, c'est en train de promouvoir une culture de l'échec dans ce cas-là. Il y a une spirale dont on sort. J'ai envie d'écouter Pedro là-dessus. Pedro aussi. Mais juste une petite phrase. Je veux dire aujourd'hui que ces joueurs-là doivent ne pas oublier qu'une CAN, si on veut aller loin, c'est 3 semaines. C'est 5 semaines de vivre ensemble. C'est très très long. 4. Même 4, oui, 4, oui, non, il faut la préparation aussi, de vivre ensemble. Donc il y a intérêt à s'entendre. Un point très important, c'est le point émotionnel. C'est le point d'attachement. Moi, la semaine dernière, je parlais avec un ex-joueur de l'équipe nationale et il me disait qu'à l'époque, ils allaient jouer avec l'équipe nationale, ils sortaient de chez lui, qu'il y a les voisins qui lui parlaient, les parents, les gens dans la rue, à l'aéroport. Tout le monde, il recevait cette émotion de la rue. Alors, il faut appeler quelques-uns, quelques joueurs qui jouent au Botola, aussi avec l'effort des joueurs qui sont dehors, pour donner, parce que ces joueurs-là, même s'ils ne jouent pas des fois, mais ils donnent de l'émotion, ils donnent le vrai cœur des Marocains qui sont là, qui n'ont pas cette relation avec les joueurs de dehors. Il faut. Moi, je crois, s'ils jouent sur l'émotion des joueurs, comme vous avez dit, 4 semaines, mais il faut que ces joueurs restent au Maroc quelques jours aussi pour sentir que l'équipe sorte dans la rue. Juste avant de poursuivre les débats, mes amis, j'ai envie d'aller faire un tour, de vous emmener tous à Paris, y retrouver Hervé Penaud. Et j'ai comme l'impression que notre consultant de football africain, eh bien, il a envie de nous faire peur, le petit Hervé. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Mieux que le tirage au sort du Maroc. Oh là 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 là, gros tirage au sort pour cette CAN. Là, vraiment, le groupe, alors, on va pas parler de groupe de la mort, hein, une expression un petit peu trop usitée, mais il n'empêche que ça reste, à mon avis, le groupe le plus dur. Parce que non seulement vous avez le champion d'Afrique en titre, donc ça, il faut se les faire, évidemment. Alors, on va en savoir un petit peu plus sur les blessures de Gervinho, d'Eric Bailly, hein, qui sont des joueurs cadres et des joueurs majeurs de cette équipe et qui sont un peu blessés au genou. Dans les jours à venir, on saura si c'est long, si ça peut être quasiment une indisponibilité pour la CAN. Donc ça, c'est déjà un gros adversaire. Vous tombez sur la RDC qui, je l'ai souvent répété, est pour moi le gros outsider finalement de cette Coupe d'Afrique des Nations, entre un entraîneur qui connaît parfaitement le continent, les joutes africaines, et puis des joueurs qui ont associé à la fois de grande qualité, des joueurs de grande qualité sur le continent, et des joueurs venus de l'extérieur et qui ont su apporter tout de suite leurs pattes et leurs pierres à cet édifice. Donc aujourd'hui, la RDC reste une équipe qui est très très difficile à manier, et qui a gagné le dernier CHAN, alors avec les locaux, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Et puis le Togo, on ne sait jamais, parce que le Togo, c'est Emmanuel Adebayor, et quand Adebayor est en feu, il est capable de tirer son équipe vers le haut. On l'avait vu en Afrique du Sud en 2013, il faut s'en souvenir, où ils avaient passé le premier tour, un premier tour difficile pour eux. Donc attention, méfiance, un premier tour très difficile, mais ça veut dire aussi que si on sort de ce premier tour, il y aura de l'ambition derrière. Voilà. Il finit sur une note optimiste. Si on sort de ce premier tour, et bien l'équipe du Maroc va passer. Il y a aussi l'histoire d'Oyem, là où va jouer l'équipe du Maroc. Ouais. En tout cas, quand on écoute, ça donne envie de rester à la maison. Hein. Mais très sérieusement. La Côte d'Ivoire, mon Dieu, la République démocratique du Congo. Mais que dire du Togo? C'est bon, restez chez vous.
OIM, je crois que ça a été retenu par la CAF. Oui. Donc voilà, je vois vraiment pas l'intérêt de revenir dessus. Je pense qu'ils seront prêts, et puis c'est tout. Un petit pronostic, les amis, avant qu'on termine cette première partie consacrée à nos chers Lions de l'Atlas, monsieur Reda Hallali. Regarde ce que tu vas dire. Non, je vais faire le pronostic qui va permettre de ne pas me faire insulter. On va sortir des poules et on va perdre en demi. Voilà. On va perdre en deux. Mais pourquoi? Pourquoi se faire insulter? Bah, On va pas se faire insulter. Parce que c'est très difficile de parler sereinement de l'équipe nationale. Il y a toujours une espèce de sacralité qui reste autour. On mélange patriotisme et analyse, on mélange beaucoup de choses. Et in fine, c'est très très difficile de parler très sereinement. Ce débat qu'a commencé mon ami Pedro, qui par ailleurs, je veux te féliciter pour la qualité des invités, parce qu'après avoir eu le sosie de Guardiola, on a le sosie de Benitez. Tout le monde l'a vu. Tu sais, c'est des références. il y a du boulot derrière. Hein. Il y a un casting aussi. Hein. C'est des mois de travail. Ce qui est formidable, c'est qu'il lit la qualité du personnage juste à la ressemblance physique. Alors Camus, il a dit des choses extraordinaires. Quand il parle des joueurs qui allaient à l'encontre du public, effectivement, et tu oublié de dire une chose qui est plus importante, c'est qu'ils prenaient les risques d'aller à l'encontre du public quand il y avait des mauvais résultats. Alors que maintenant, effectivement, ils perdent le match, ils prennent un avion, ils rentrent. Voilà. Ça c'était ce qu'il fallait proposer. Le débat qu'a commencé Pedro en parlant de rapport qu'avait l'acteur du championnat marocain avec son équipe nationale, la capacité à sublimer par rapport au fait qu'il vivait dans un environnement qu'il n'a plus, etc. C'est un débat très intéressant, mais c'est un débat qui est miné, c'est un débat qui est compliqué, c'est un débat qui demande du temps. Moi, je suis prêt à le faire avec vous, mais avec beaucoup d'autres conditions. Ouais. Par contre, c'est clairement pas aujourd'hui, mais il est clair qu'il y a un problème. On le sait tous, on le sent tous, qu'aujourd'hui, ayant coupé les rapports avec les stades historiques de Casa, avec les clubs historiques qui étaient les Phares, le Raja, le WAC, le MAS, qu'on a cassé beaucoup de choses. Bon, maintenant, on va pas rentrer là-dedans, parce qu'encore une fois, on est à la veille d'une Coupe d'Afrique. Moi, je pense que Hervé Renard fait peur aux adversaires. À la limite, c'est notre meilleur joueur. Le Bahreïn, Pedro. Et le plus élégant aussi. Le plus élégant, oui. Moi, sincèrement, j'espère et je crois que le Maroc va surprendre. Va surprendre, surtout les poules, il ne va pas perdre. Ouais. Déjà, j'ai vu un peu les derniers matchs. Il ne va pas perdre. Attention, c'est pas l'Euro. Hein. Si tu fais 3 matchs nuls, tu sors. Hein. C'est pas non, comme non, Portugal. Non, on a déjà fait ça. Moi, je crois que le Maroc va gagner le Togo. Ça, c'est un bet que je fais. Parce qu'on parle d'Adebayor, on parle. C'est plus Adebayor qu'on connaît. Il peut même pas marcher. Personne ne le veut. Il veut montrer dans la Coupe d'Afrique que. Alors, ça va être toute l'équipe qui joue pour Adebayor, individuel. Moi, je crois que le Maroc peut s'en charger tranquillement de Togo. À une demi-finale. 1 point. Le premier match nul extraordinaire. Et bon. Et après la Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, La Côte d'Ivoire, il y aura un match nul parce que quand on se croit supérieur, des fois, on trébuche. Et je crois qu'entre le Maroc, on va trébucher. Et moi, je pense, juste pour donner moi aussi mon avis, parce que je suis aussi là pour ça, que... De toute façon, je pense que... Bah, justement, le principal atout du Maroc, c'est vrai, Hervé Renard, mais pour moi, le principal atout du Maroc, c'est que le Maroc, dans ce groupe, il est outsider. Le Maroc, dans ce groupe, n'est pas du tout favori. Le favori, c'est le champion sortant, c'est la Côte d'Ivoire, actuelle équipe qui est 2e ou 3e au classement FIFA. Et potentiellement, celui qui vient juste derrière, c'est la République démocratique du Congo. D'ailleurs, qu'elle était dans le chapeau numéro 2, qui a remporté le CHAN, qui est 3e de la dernière CAN. Donc, nous, on jouera, on va dire, on jouera sans pression. L'équipe du Maroc jouera sans pression. Ça fait très longtemps qu'on a perdu l'habitude d'être leader du groupe. Mais ça nous réussit, l'outsider. Souvenez-vous, il y a longtemps, en 2004. Il y a beaucoup de 12 ans déjà. Ça commence à perdre. Mais déjà en 2004, on est contre le Nigeria, on n'est pas favori non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de construction mentale sur on est favori, on n'est pas favori, on est attendu, pas attendu. Le ballon, il tourne pas dans cette équipe. Il tourne pas. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de dépassement individuel. Il n'y a pas tout ça. Si ça vient, on va gagner. Sinon, parler de potentiel statut par rapport à ça, on est en train de faire de l'analyse un peu vite, tu vois, sur le plan du ballon. Vous êtes technicien. On revient au même. Voilà. Il faut faire le groupe. Il faut faire le groupe. Si chaque match, on joue avec une équipe différente, on joue avec des joueurs différents, alors on ne fait pas de groupe. Alors j'espère que la semaine ou les 4 semaines vont faire ce groupe-là. Moi, sincèrement, j'espère aussi. En connaissant un peu le joueur marocain, moins de pression ils vont avoir. Je crois qu'ils vont se libérer des menottes de pouvoir jouer. Et on va finir cette première partie si on va demander mon avis, je vais comme te dire qu'on va gagner la CAN. Allez. On va finir plutôt sur les mots de sagesse c'est très sage de notre ami, plein d'optimisme. Pedro. Et on va se retrouver, mes amis, dans un tout petit instant pour parler
de championnat européen et surtout la Première Ligue et la Liga. Bonsoir mes amis, moi je propose, même pendant la coupure de pub, qu'on laisse une vignette sur ce qui se passe sur ce plateau, car les débats sont, croyez-moi, très très passionnants. On va entamer cette seconde partie du club par la Première Ligue, un championnat que connaît très bien Rafa Benitez, notre invité aujourd'hui dans le club. Mais il ressemble à Rafa Benitez, mais il a travaillé avec Ranieri et avec Leicester l'année dernière. Le club qui a fini. Benitez n'a pas gagné. Le club, voilà. Alors, il est où aujourd'hui, Rafa Benitez? Il est en deuxième division, alors que quand notre ami Pedro, alors qu'on va, voilà, la semaine dernière à votre place, c'était Walid Regragui qu'on a appelé pendant toute l'émission Pep, et toi on va t'appeler Rafa pendant toute l'émission. Ouais, qu'on regarde cette photo où tu as travaillé aussi avec Ranieri. Est-ce que tu peux nous en parler? Quelle était ta mission? Grâce à Claudio, il m'a donné un peu, fait analyser un peu les équipes contraires, analyser le jeu, comment on pourrait faire du mal, disons, aux équipes, surtout quel est le point faible pour les contre-attaques contre les autres équipes. Et plus que rien, c'était apprendre un petit peu d'un grand maestro comme Claudio Ranieri. Raconte-nous un peu l'ambiance, parce que quand même c'est une chance extraordinaire, même si tu arrivais que pour les 3 derniers mois et que tu avais une mission bien spécifique aux côtés donc de Claudio Ranieri. C'est juste incroyable ce qu'a vécu ce club, c'est juste incroyable ce qu'a vécu ce monsieur qu'on appelait le loser. Il n'a rien gagné de sa carrière et pratiquement, son dernier véritable contrat, il remporte un titre incroyable. Sincèrement, c'est un petit miracle que même lui-même, tout le staff le dit. Il y a beaucoup de choses qui se sont mis d'accord. Les autres équipes se sont mis d'accord qu'ils ne veulent pas gagner. Leicester, les joueurs se sont mis d'accord qu'ils vont essayer de suivre tout ce que Claudio leur dit, parce que vraiment c'est un vieux renard dans l'équipe des renards. Et soudain, chaque joueur, chaque staff, chaque membre du club a essayé de faire de son mieux. Et en fin de compte, jusqu'à les 2-3 derniers matchs, sincèrement, personne ne croyait, même nous-mêmes, on ne croyait pas qu'on allait gagner le championnat. Et voilà. On suit beaucoup le championnat d'Angleterre ici. Et j'ai une question pour vous. À part Mahrez, dont on connaît un peu les qualités techniques, Vardy, buteur, c'est qui le joueur qui vous a le plus impressionné? Parce que c'était tous quasiment d'illustres inconnus, à part ces deux stars. N'Golo Kanté. Maintenant, cette année, si on va à Leicester, elle souffre. Ouais. Parce qu'il donnait de l'équilibre, il était toujours là. Je crois qu'il y avait 3. Un qui jouait à droite, un qui jouait au milieu, un qui jouait à gauche. Chaque fois que tu regardais, tu savais qu'il était là pour solutionner. Voilà, donc N'Golo Kanté aujourd'hui, qui est Reda à Chelsea. C'est la transition. C'est lui qui met le dernier but. Mais écoute, moi je suis payé ici pas pour donner mon avis, mais pour faire des transitions. Ouais. Et pour aussi passer des sonores et des interviews comme celle que vous allez entendre maintenant de José Mourinho. Après la déculottée 4-0 face à l'équipe de Chelsea, après le violent divorce entre Mourinho et Chelsea, là il s'est fait battre 4-0 notre ami José Mourinho par son ancien club, l'équipe de Chelsea. On écoute la réaction de José Mourinho qui a trouvé que son équipe a fait un bon match et que si elle a perdu, c'était la faute à des erreurs défensives, des erreurs en majuscules. José Mourinho. Not with the performance, with the mistakes. Je ne suis pas déçu par notre performance, mais on a fait beaucoup d'erreurs. Quand on parle de performance, on parle plus de performance dans sa globalité, et excepté les erreurs défensives, on était bien. Mais les erreurs en défense sont importantes. Quand mes équipes sont parfaites au niveau du travail défensif, vous estimez que ce n'est pas le plus important, mais en réalité, c'est le plus important. On a fait une incroyable erreur en défense, et incroyable, je dois l'écrire en majuscule, et quand on en fait une en majuscule dès la première minute, le cours du match change, le match est différent. An incredible defensive mistake, I have to say incredible with capitals. Voilà. Incredible with capitals.
Il y a des doutes qui planent autour de Mourinho cette année. La première, c'est est-ce que Mourinho est un bâtisseur? Parce qu'on a parlé de Ranieri et le loser, mais Ranieri a construit l'équipe de Mourinho de Chelsea. C'est-à-dire quand on parle de Ranieri ou de Mourinho, on arrive à la limite de ce qu'on fait très souvent nous supporters de foot, c'est-à-dire d'analyser le foot uniquement vis-à-vis des résultats. Quand tu as 20 entraîneurs, il n'y en a pas 19 mauvais et un bon qui a gagné la Ligue qui gagne le championnat. Ouais. Voilà, il n'y en a pas un meilleur en Europe, il y en a beaucoup. Et Ranieri a souvent été deuxième derrière des gens qui avaient d'autres moyens. Et Mourinho a souvent été premier avec deux choses qui aujourd'hui posent question. La première, c'est en utilisant beaucoup d'équipes déjà constituées. C'était un peu le cas de l'Inter, de Chelsea. Aujourd'hui, on lui demande plus de construire. On ne sait pas si c'est vraiment son rôle. La deuxième limite qui plane au-dessus de la tête de Mourinho, peut-être qu'il va nous faire mentir, en tout cas me faire mentir, mais c'est des doutes que j'ai, c'est l'usure du discours paranoïaque, l'usure du discours seul contre tous, victime, etc. C'est quelque chose qui va bien un certain temps. C'est pas évident que tu arrives à construire dans la durée là-dessus, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que le personnage s'est un petit peu usé, quoi. Voilà, c'est ce que dit d'ailleurs quelqu'un qui a fréquenté souvent Mourinho, Xavi, l'ancien capitaine du FC Barcelone. Il dit au Mirror aujourd'hui, quand ça ne va pas bien, alors Mourinho préfère la guerre. Et il est parti chercher la guerre avec un nouvel ami à Mourinho, l'entraîneur de Chelsea, Conte, à qui il a reproché, il lui a dit ça se fait pas à 4-0 d'haranguer les foules et les supporters de Chelsea. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que Mourinho c'est un spécialiste de l'allumage. Effectivement, il n'est jamais le premier. Comme moi je me rappelle de démonstrations de joie et d'effusion extraordinaires, effectivement, quand il arrivait à gagner des matchs importants. Avec l'Inter. Donc oui, non, avec toutes les équipes, avec par où il est passé. Mais après, on peut prendre ça comme une réaction de dépit. On va quand même rappeler que c'est 4-0 chez lui, parce que il se prend 4-0 dans le stade qu'il a vu grandir. Mourinho, effectivement, sa carrière en Angleterre se résume surtout à Chelsea. Ouais. Pour l'instant, il prouve rien à Manchester United. Il revient par une petite porte, parce que bon, il s'est fait virer de Chelsea. Il s'en prend 4. Après, effectivement, ça reste. Tout à l'heure, en début de sonore, tu disais que tu adorais ce bonhomme, parce que c'est un vrai. J'adore le communicant. C'est ça, non, bien sûr. J'adore plus le communicant que l'entraîneur. Aujourd'hui, je pense que pour réussir à ce très haut niveau, il faut de tout. Il faut être un grand entraîneur. Les gens lui reconnaissent des qualités aussi d'entraîneur, mais il faut être aussi un très grand stratège, un très grand communicant, un très grand acteur du football anglais, et c'est ce qu'il est. Donc rapidement, juste deux mots. Mourinho, quand il fait cette déclaration, quand il va dire ça à Conte, il sait très bien que ça va être le sujet. Donc il zappe complètement la performance de son équipe. Premièrement, donc il le fait exprès. Évidemment, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Deuxièmement, juste, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Quand Mourinho refuse le ballon à Liverpool en deuxième mi-temps et à Chelsea et bâtit une performance de United sur le modèle outsider, je ne crois pas que ça va très bien passer à United, comme c'est pas bien passé au Real. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'Inter là, on n'est pas à Chelsea, on est dans une équipe qui doit prendre le ballon et faire le jeu. Et si en plus il n'y a pas de résultat et que tu refuses le ballon, ce qu'il a fait lors des 2 derniers matchs, il va avoir des problèmes qu'il va pas réussir à cacher en utilisant des contre-feux comme celui de parler dans l'oreille des autres. Rapidement, parce qu'on a autre chose aussi à voir. Moi, j'adore aussi la réaction de Conte qui dit ce genre d'émotion. On est là pour les vivre dans un stade de football. Alors, si on n'en veut pas, soit on peut rester à la maison, ou alors tout simplement changer de job. Et là, on voit l'image où il est parti chuchoter. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de polémiques autour de ces photos et de ces images. Ce matin, on a demandé, la Gazzetta dello Sport italien, il a demandé à Conte, mais pourquoi, en gagnant 4-0, tu as demandé au public de Chelsea de commencer à applaudir? Il dit non, il avait écouté les fans de Manchester United en train de hurler. Il n'a pas compris qu'ils étaient en train d'insulter Mourinho. Alors il a demandé comment ça se fait que dans notre terrain, on gagne 4-0 et c'est les gens de Manchester United qui sont en train de hurler. Voilà. Alors il a voulu réveiller un peu les gens de Chelsea. Alors ça, une toute dernière. On va quand même, parce qu'on vient faire le procès de Mourinho, il n'a pas tort quand tu dis qu'effectivement, quand tu joues ce genre de match et que tu perds 1-0 dès la première minute sur une faute défensive flagrante et que derrière tu as du mal à construire, parce qu'effectivement il ne construit pas dans un championnat et pas dans un club, dans un championnat où il faut jouer au football, c'est très difficile de revenir par la suite. Alors un autre entraîneur, mes amis, qui est en difficulté, c'est Pep Guardiola, entraîneur
dogmatique par excellence. Il n'a pas marqué. L'équipe de Manchester City n'a plus gagné depuis 5 matchs. C'est beaucoup pour les Citizens tenus en échec un partout par Southampton avec les débuts de Soufiane Boufal en Première Ligue. Alors en conférence de presse, un journaliste lui a posé la question: est-ce que vous ne pensez pas? Il lui a suggéré de changer de philosophie de jeu. Écoutez sa réponse, la réponse de Pep Guardiola. I'm sorry, guy. I won 21 titles in 7 years. Changer de style, vous voulez ça? Je pense à cela des fois, mais le résultat n'est pas meilleur à ce je crois. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 7 ans, j'ai gagné 21 titres. Et je suis désolé, 21 titres en 7 ans, ça fait 3 titres par saison en pratiquant mon style de jeu. Si vous pensez qu'en arrivant ici et qu'après 3 mois on allait tout gagner et que je vais dominer Messi, que Neymar ne va rien créer et qu'Iniesta va mal jouer, c'est que je ne suis pas assez bon. Non, je ne vais pas changer. Et si ça ne marche pas, eh bien l'année prochaine je rentre à la maison. I will go home. C'est magnifique. Voilà, non, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Mais sincèrement, c'est un grand spectacle. Des fois c'est facile. Quand on peut choisir le joueur qu'on veut, on peut faire son style. Le problème, c'est quand on arrive dans une équipe et on peut pas. On peut rien acheter, on peut rien faire. Alors c'est normal. Moi, je crois que Guardiola a raison. Et il faut du temps, surtout avec des joueurs qu'ils n'ont jamais joué ensemble, ce qu'il veut Guardiola exactement. Alors, s'il rentre à la maison, il va aller en Espagne. La Liga. La Liga, mes amis, c'est un championnat. Contrairement, non, pas de l'arbitrage. C'est un championnat très serré. Et vous allez me dire, celui-là, il raconte n'importe quoi. Et pourtant, ce week-end, mes amis, ça m'arrive de raconter n'importe quoi. Mais là, souvent. Pas du tout, pas à l'antenne en tout cas. Nous avons eu 4 leaders différents ce week-end en Espagne. Et quand on parle d'Espagne, on parle souvent de Fred Hermel qu'on va aller retrouver à Madrid. L'homme le plus objectif du monde. Bonsoir les amis. 4, c'est un chiffre magique, non? Oui, 4 leaders différents ce week-end dans cette fabuleuse Liga Espagnola, ce qui prouve un peu plus la compétitivité de ce championnat. Tout a commencé par le premier match du Barça, cette victoire in extremis. Ça avait commencé à 16h15 sur la pelouse de Valence. Et puis ça a terminé par la victoire, là aussi in extremis, grâce à un but de Morata en toute fin de rencontre, du Real face à Bilbao dans son antre de Bernabéu. Oui, en moins de 30 heures, nous avons eu 4 différents leaders. D'abord l'Atlético, puis le Barça, puis, oh jolie surprise, Séville qui a battu l'Atlético. Un Atlético très rude, très dur, mais un peu plus de fantaisie et voire d'envie du côté des Sévillans. Et puis finalement, c'est le Real qui, quand on regarde le classement de ces dernières heures, c'est le Real qui est leader en solitaire de la Liga espagnole. Alors pourquoi c'est fabuleux ce qui se passe? Rappelez-vous, il y a encore quelques années, on nous disait il n'y a que 2 clubs en Espagne, le Real et le Barça. Et puis après, on a été obligé de dire il n'y a que 3 clubs, le Real, le Barça et l'Atlético. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Parce que Séville, ben oui, Séville a de grosses possibilités de remporter cette Ligue espagnole, parce que ça joue bien, parce que c'est fort, parce que c'est tactiquement très très intelligent. Et puis Villarreal, qui a le même nombre de points que le Barça, voire même Bilbao, qui est là pour déranger tout le monde. Sincèrement, cette Liga est fabuleuse. Voilà. C'est une Liga fabuleuse, monsieur Reda El Helali. Ah, mais je peux rien rajouter après cette tirade. Je préfère laisser parler les spécialistes. Attention, il nous regarde et il revient. Et on a envie d'aller à Madrid chez lui, passer un petit week-end. Non, mais on peut, si Reda n'a rien à ajouter, on peut aussi saluer sa partialité. Pardon, son impartialité. Un petit peu à l'Atlético, un peu au Barça. Il a bien précisé que le Real était seul leader actuellement. Voilà. Et pour dire qu'il n'y a pas seulement 2 clubs, mais plusieurs clubs, effectivement 4. Et cette Liga est fabuleuse. Mais moi, je suis désolé, cette Liga est fabuleuse, c'est bien beau. Mais ce qu'on retient à cette Liga, c'est la polémique sur Zidane qui lève le bras, sur le but de Messi qui n'aurait pas dû être. Donc, sur Messi, qu'est-ce que je dis? Zidane, c'est Ronaldo. Parce qu'il y a un paquet d'images de Zidane et Hervé. De Ronaldo qui lève le bras sur le but de Morata, sur Messi qui marque sur une position d'hors-jeu de Suarez.
Et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, je pense que ça mérite davantage que ce débat. Par contre, là où non, je vais juste le contredire sur un point. Ce qui prouve la compétitivité de la Liga, c'est-à-dire des clubs de la Liga, c'est sûrement pas d'avoir 4 leaders en 4 jours. C'est leur incroyable résultat en Coupe européenne. Voilà. Ça, ouais. Que ce soit le meilleur football d'Europe, ça crève les yeux, il faudra être de mauvaise foi pour pas le voir. Maintenant, que ce football soit traité de façon un peu spéciale, très people, très controverse, très... Voilà, après c'est une question de goût. Mais sur le football qui est pratiqué, il suffit de voir ce qui se passe en Ligue Europa et en Ligue des Champions. On revient à la même dans... Si on enlève un peu la Première Ligue, et on parle un peu de toutes les ligues mondiales, même le Maroc, on parle de Casaraba beaucoup, parce que c'est là où il y a plus de journalistes, plus de médias. C'est Madrid et Barcelone. Mais par exemple, si on voit comment ils jouent maintenant Villarreal, c'est incroyable. On voit comment ils jouent Séville, même Betis, Malaga. On voit du jeu, on voit un grand spectacle. C'est pour ça quand les équipes espagnoles sortent en Europe, vraiment... C'est le grand punch. Non seulement elles ont des résultats, mais même elles ont imposé depuis... un jeu, une manière de voir le foot. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde veut jouer à l'espagnol. C'est-à-dire si Guardiola est imposé partout, qu'est-ce qu'on lui demande à Guardiola? On lui demande de faire jouer le Manchester City comme le Barça il y a 10 ans. Voilà. Et on lui demande ça en 3 mois. C'est complètement irréaliste. Il n'a pas les mêmes joueurs, il n'a pas le même temps, il n'a pas le même... voilà. Mais aujourd'hui, on est là-dedans. On est complètement là-dedans. Et bien plus encore, Reda, c'est qu'ils ont réussi une performance qui est quand même exceptionnelle, c'est qu'ils ont réussi à traduire la réussite des clubs dans les championnats européens en réussite en équipe nationale. C'est rare, parfois tu peux avoir un super championnat anglais et une équipe nationale très très faible. C'est pareil pour l'Italie. Enfin, c'est le seul championnat qui a réussi justement à faire cette jonction entre clubs. Il y a l'Allemagne constellés. Mais l'Allemagne, c'est un seul club, Reda. L'Allemagne, c'est vraiment un club et demi, on va dire, avec Dortmund. Alors que l'Espagne, c'est une constellation de stars internationales disséminées sur plusieurs clubs. Et malgré ça, ils arrivent à avoir une équipe qui a marché sur l'Europe pendant 8 ans. Ce dimanche, j'étais au centre de formation, dont il y avait tous les tout petits du Montréal Athlétique de Tours qui étaient en train d'entraîner. Il y avait les petits de 7 ans, 8 ans. Et j'étais étonné parce que les entraîneurs, quand ils le font, le jeu touche de balle, ils étaient en train de olé, olé, olé. Ça se voit que le championnat espagnol, il est suivi même par tous les petits. Et ça, pour nous, c'est vraiment... Ah, je te raconte l'impact de ce olé, olé, olé sur les équipes marocaines. Et ça date pas de la Liga. Racontez-nous les catastrophes qui suivent ce genre de manifestations. Olé, olé qui se transformait en Voilà. Et qui se termine par hadari, hadari, aïe, aïe, aïe. On a enlevé le O et le L, on a gardé que le E en fait. Donc c'est les et, olé, olé, et. Mais effectivement, après c'est compliqué. Avant de finir cette émission, je vais même me lever car j'aime beaucoup mes coéquipiers dans le club et que je ferai tout à chaque fois pour mes coéquipiers dans le club. Je me lève pour bien sûr offrir un petit cadeau à mon ami Reda Allali. Une casquette. Un petit cadeau. Non, pas de casquette. C'est de regarder ce film qui va passer à l'instant. Diego, salam alaikum. Salam. Yo soy un agradecido a Marruecos, a la gente de Marruecos, al cariño y al afecto que me ha dado. Por eso, cuando me dijeron que querían hablar conmigo, dije yo tengo mi casa para la gente de Marruecos que se ha portado maravillosamente bien conmigo y con mi familia. Voilà, juste pour vous dire que très très prochainement, la semaine prochaine, une émission spéciale avec comme invité Diego Armando Maradona, Reda Allali bien sûr. Reda Allali vous annonce officiellement que vous venez de voir la fin de 15 ans d'amitié avec Jalal Bouzarara, mon ami. Je se présente comme mon ami, qui va faire cette interview tout seul, comme un acte de traîtrise, une espèce de félonie solitaire, alors qu'il sait très bien que j'ai écrit une chanson sur ce bonhomme et que c'est mon footballeur préféré. Mais il n'a pas jugé bon de m'inviter. Donc, pour protester,
Et c'est gentil, je vais me taire. Allez, je ferai tout pour que tu rencontres Diego Armando Maradona qui sera au Maroc à partir du 4 novembre. Je tiens aussi à remercier mon ami Karim Balk qui nous a aidé à réaliser cette interview, et remercier aussi Diego Maradona qui a été ultra accueillant avec nous et qui nous a accordé donc cette interview. Merci beaucoup Reda Alali, j'espère que notre amitié va comment? Faut que je travaille davantage. Merci beaucoup Amine. Rafa, merci beaucoup. On te retrouvera et bienvenue. Donc tu seras toujours bienvenu ici avec nous sur le plateau du club. J'ai oublié de dire hashtag, mais là c'est trop tard. Là c'est trop tard. Il faut toujours me le rappeler, Amine. Je suis pas du tout à la page. Merci beaucoup mes amis. On se retrouve bien entendu mardi prochain pour un nouveau numéro du club qui sera consacré cette fois bien sûr à la soirée de Ligue des Champions. Ciao. Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif.